Elle est grosse. C'est la plus grosse du système solaire. Elle est connue depuis l'Antiquité. Le sujet du jour, Jupiter. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Oh, that looks beautiful from here. Savez-vous faire la différence en regardant à l'œil nu le ciel et la voûte étoilée? La différence donc entre une étoile et une planète. Une étoile scintille et une planète non. À l'œil nu, il y a le scintillement. En effet, les astres, tels que les étoiles, émettent leur propre lumière. Étoile, soleil, c'est la même chose. Que ce soit bien clair pour tout le monde, une étoile, c'est un soleil. C'est pareil, c'est le même genre. Donc une étoile émet sa propre lumière et va scintiller dans la nuit étoilée. Au contraire des planètes. La planète, elle est dans son coin, elle va recevoir la lumière des étoiles et va juste se contenter de refléter cette lumière. Le fait de refléter cette lumière ne va générer aucun scintillement dans le ciel. Donc, lorsque l'on regarde le ciel, si on voit un petit point qui ressemble à une étoile et qui ne scintille pas, il y a fort à parier que ce soit une planète. Et c'est quoi le rapport avec le thème du jour? Eh bien, il se trouve que Jupiter est parfaitement visible dans le ciel nocturne. C'est même le 4e objet le plus brillant de la voûte céleste. Après le Soleil, bien sûr. Bon, ça on ne peut pas dire le contraire. La Lune et Vénus. Elle est la 5e planète du système solaire. Elle se trouve à une distance moyenne du Soleil de 778 300 000 km. C'est grosso modo 5 fois la distance Terre-Soleil. C'est aussi la plus grosse des planètes du système solaire. Quand je dis grosse, c'est grosse. Son diamètre, accrochez-vous, est juste 11 putains de fois plus gros que celui de la Terre. 11. Ouais, on n'en ferait pas le tour en 80 jours. Ah non, c'est clair que non. Et non seulement c'est la plus grosse des planètes, c'est aussi la plus rapide. Elle a la vitesse de rotation la plus élevée du système solaire. Elle tourne tellement vite sur elle-même qu'elle est enflée à l'équateur et aplatie sur les pôles. On dit qu'elle a une forme oblate. Oui, d'ailleurs c'est parfaitement observable depuis la Terre avec un petit télescope amateur. Si tu décides un jour d'aller habiter sur Jupiter, un jupitérien, il va falloir complètement revoir ton calendrier. Car effectivement, une journée c'est 10 heures, mais une année, c'est-à-dire une rotation complète autour du Soleil, là c'est déjà plus compliqué, c'est 12 ans. Tiens, puisqu'on est dans les trucs complètement fous, savez-vous combien de satellites possède Jupiter? Alors à ce jour, je dis à ce jour parce qu'on n'est pas à l'abri d'en découvrir de nouvelles, Jupiter possède actuellement 67 satellites naturels. Alors on soit bien d'accord, des satellites naturels, quand je dis satellite, c'est pas ça. Et c'est ça. Oui, la Lune, c'est le satellite naturel de la Terre. Jupiter possède 67 lunes. Parmi ces 67 lunes, peu possèdent d'intérêt. Alors, non pas qu'elles soient moches, juste qu'elles sont trop petites. Mais pas très intéressant en termes astronomiques. Par contre, parmi ces 67 lunes, il y en a 4 qui possèdent un intérêt certain. Alors je ne peux décemment pas vous parler de ces 4 lunes sans vous introduire au préalable Galilée. Alors je vais vous en faire une courte description de ce personnage, parce qu'il y a tellement de choses à dire sur Galilée qu'il faudrait que je fasse un épisode complet pour en parler. Donc Galilée est un Italien, né le 15 février 1564 à Pise. C'est un mathématicien, géomètre, physicien et astronome qui a tout simplement inventé la lunette astronomique. Rien que ça, moi je dis, respect le gars. C'est par une belle nuit du 7 janvier 1610 que ce bon Galilée pointe le bout de son télescope vers Jupiter et découvre 4 objets brillants accompagnant Jupiter. Et d'une nuit à une autre, semble tourner ou l'accompagner sans s'en éloigner. Et c'est ainsi qu'il venait tout simplement découvrir les 4 plus gros satellites de Jupiter. D'ailleurs, encore à ce jour, ils sont appelés les satellites galiléens. Et ça, c'est la classe. Alors parmi ces satellites, nous retrouvons Callisto, Europe, Ganymède et Io. En fait, les 16 principaux satellites de Jupiter ont été nommés suivant les conquêtes du dieu grec Zeus, qui est l'équivalent romain de Jupiter. Alors pour ces 4 satellites, je vais faire un épisode spécial parce qu'il y a une foultitude de choses à dire, et toutes plus intéressantes les unes que les autres. Alors remettons-nous dans le contexte de l'époque de Galilée, nous sommes en 1600,
À l'époque, tous les scientifiques sont tous d'accord pour dire que la Terre est le centre de l'univers. Tout tourne autour de la Terre. Tout. Les étoiles, le Soleil, tout. C'est la théorie géocentrique. Et vous savez qui est à l'origine de cette théorie? Aristote. Aristote. Donc Galilée, derrière son télescope, et voyant ces petits points tourner autour de Jupiter, il a l'intime conviction que s'il remplace Jupiter par le Soleil et les petits points autour par les planètes, il se dit, mais voilà le modèle du système solaire, c'est ça, tout tourne autour du Soleil. Et il va pas gêner de le faire savoir. Mauvaise idée. Eh oui, à une époque où il n'est pas bon du tout de dire que la Terre n'est pas le centre de tout. Et il va en prendre pour son grade le pauvre. Mon Dieu. Persécution, brimade en tout genre, risée des astronomes. Et pourtant, Dieu sait à quel point il avait raison. Bon, allez, quittons ce bon vieux Galilée et revenons à nos moutons. Oh, elle était drôle, tiens. C'était plus fort que moi. Ouais. Bon, on avait dit que Jupiter était grosse. Qu'elle brille très fort dans le ciel, qu'elle est facilement reconnaissable, qu'elle a beaucoup de satellites, mais de quoi elle est faite? Jupiter, on dit que c'est une planète gazeuse, ou plutôt même une géante gazeuse. Autrement dit, à part son noyau solide, tout le reste est fait de gaz. Son atmosphère est principalement composée de 75% d'hydrogène et de 24% d'hélium. Non, j'y passerai pas mes vacances. Allez, moi non plus. Mais tiens, pour le plaisir, on imagine, on met un petit scaphandre, puis on descend dans les nuages de Jupiter. Qu'est-ce qu'on pourrait bien voir? Oula! Allez, pas du bon à mon avis. Pas du bon du tout. Ouais, c'est sûr. Déjà, il faudrait surveiller déjà l'entrée même de l'atmosphère, dans laquelle on va trouver des vents à 600 km/h. Et je l'avais dit. Bon, en supposant qu'on passe cette première étape, après une centaine de kilomètres de descente, nous nous rendrions compte que l'hydrogène se change progressivement en petites gouttelettes d'hydrogène liquide, suivi d'un brouillard de plus en plus épais, de petites gouttelettes qui s'amalgament, pour au final finir dans un océan liquide d'hydrogène, sans même vraiment s'en rendre compte. Des expériences ont montré que l'hydrogène ne change pas d'état liquide comme ça, d'un claquement de doigts. Il va forcément passer par différentes phases. Il va passer d'un état gazeux à un état liquide, progressivement. En fait, il faut savoir qu'avec l'hydrogène, il n'y a pas de changement de phase net. On ne va pas passer de vapeur à liquide directement. On ne va pas avoir une frontière séparant le gaz du liquide. Ah non, c'est bon, ouais, j'en ai assez vu. On peut remonter maintenant, c'est bon? Alors on continue encore à descendre. Et entre 14 000 et 60 000 km de profondeur, on va se rendre compte progressivement, de la même façon que tout à l'heure entre le gaz et le liquide, que le liquide dans lequel on se baigne, l'hydrogène liquide, se change progressivement en quelque chose de métallique. Grosse boule de la taille de la Terre, solide, de l'hydrogène métallique. Alors le changement d'état de l'hydrogène, au fur et à mesure de la descente vers le centre de la planète, est créé en partie par l'énorme pression que génère la planète. Alors, il faut savoir qu'au centre de Jupiter, au plus proche du noyau, la température est juste 3 fois supérieure à la surface du Soleil. 3 fois. Bon allez, c'est bon, je me casse. Non, attends, il nous reste encore à parler de Big Red. Alors la grande tache rouge de Jupiter, qu'on surnomme Big Red, est une tempête anticyclonique persistante, observée au moins depuis le XVIIe siècle. Persistant, ça veut dire que ça dure. Bon, il faut dire qu'elle fait tout simplement 40 000 km de long sur 12 000 km de large. En gros, on peut mettre juste 3 fois la Terre dedans. Alors pour finir de vous convaincre de l'énormité de la chose, sachez que si vous parvenez à vous mettre au niveau des nuages, de la couche atmosphérique, vous verrez dépasser Big Red de juste 8 km au-dessus des nuages. 8 km. Et les vents qui se trouvent à la périphérie de cette grande tempête poussent juste à 400 km/h. Et le plus triste dans l'histoire, c'est que ce fabuleux spectacle va disparaître. Ou du moins risque de disparaître. Mais on sait pas trop en fait. Mais selon les observations de la NASA, qui s'appuient eux-mêmes d'ailleurs sur des observations d'astronomes amateurs, la grande tache rouge se réduit de 933 km tous les ans. Et à cette vitesse-là, elle risquerait de complètement disparaître dans moins de 20 ans. Oh, c'est triste. Allez, encore un fait étonnant avant de se quitter. Savez-vous que Jupiter possède des anneaux similaires à Saturne? C'est un anneau très fin, composé essentiellement de poussière. Hey, de la poussière, pas de la glace, hein. La glace est sur Saturne. Et cette poussière, elle vient de où, vous allez me demander? Eh bien, elle vient tout simplement de tous les petits satellites autour de Jupiter, qui reçoivent de micro-impacts, qui vont libérer et dégager de la poussière, et vont venir, par effet de gravitation,
se mettre autour de Jupiter et créer ce petit anneau très sombre et très fin, avec un albédo de l'ordre de 0,05. Alors si vous ne savez pas ce que veut dire le mot albédo, je vous invite très fortement à aller voir l'excellente chaîne de CodeMu, et notamment l'épisode numéro 2, dans lequel on traite justement de ce qu'est le mot albédo. Bref, avec un albédo de 0,05, on peut dire que c'est très très sombre, qui n'ont pu être découverts que par Voyager 1 lors de son passage auprès de la planète en 1979. Et Voyager 1, vous inquiétez pas, je ferai également une vidéo. C'est fou si Voyager 1, c'est juste fou. Voilà, ce premier épisode de Matière Noire est terminé. Alors si vous avez aimé cet épisode et que vous souhaitez fortement que j'en fasse d'autres, n'hésitez pas à me le dire, lâchez un petit commentaire, abonnez-vous à ma chaîne et surtout n'oubliez pas, la matière noire fait marcher la matière grise. Salut!